autres questions desquelles nous avons parlé beaucoup dans les années passées, les changements climatiques, la pollution ou la perte de biodiversité, tout ça, ne sont pas en première attention maintenant du débat. Et ce que je te demande, car j'étais très touché par quelque chose que j'ai lu dans un des derniers articles, c'est quels sont les liens, quelle est la relation entre la situation que nous vivons avec la pandémie et la crise écologique dans les différents aspects. Car je pense qu'il y a ici une question assez fondamentale. C'est toujours un peu la même crise qui se manifeste dans des aspects différents, mais ça n'est pas tellement clair pour nous. Et tu peux nous expliquer ça. Je pense que c'est une contribution importante. Merci beaucoup pour l'invitation. Excellence. Cette question est assez débattue, mais je donne mon point de vue, sachant que peut être discuté, qui est qu'il y a un lien très profond entre la crise écologique d'un côté et la pandémie de l'autre, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que cette pandémie, c'est une zoonose, autrement dit, c'est un virus qui provient d'un animal, en l'occurrence la chauve-souris, qui est transmis par l'homme grâce à une petite mutation génétique du virus qui lui permet de sauter de la chauve-souris, en l'occurrence ici, jusqu'au pangolin. La dernière fois, c'était la civette palmée, en 2013, maintenant c'est le pangolin. Bon. La prochaine fois, ce sera un autre animal, peu importe. Et ensuite, une nouvelle petite mutation génétique permet de passer du pangolin à l'être humain. Euh, ceci est favorisé par le rapprochement de l'être humain avec une faune animale que notre corps ne connaît pas. Et par exemple, un autre phénomène qui est lié à la dévastation écologique, c'est la déforestation, a exactement le même résultat. Quand nous déforestons, nous nous rapprochons, nous, êtres humains, d'une faune animale qui a elle-même des virus que notre système immunitaire ne connaît pas, et face auxquels nous avons exactement les mêmes problèmes que le problème du coronavirus. Autrement dit, la destruction de la biodiversité est un phénomène que nous pratiquons allègrement, c'est très clair, mais qui favorise énormément les zoonoses et donc le rapport. Pourquoi? Parce que ça favorise le rapprochement de l'humanité avec une faune par rapport à laquelle nous n'avons aucune immunologie. Ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est la rapidité avec laquelle la pandémie s'est répandue. Nous avons déjà connu des pandémies mondiales précédemment, mais nous n'avons jamais connu une pandémie qui s'est répandue sur la totalité de la planète en 3 mois. Ça, c'est lié à la globalisation, extrêmement efficace depuis une quarantaine d'années, et au fait qu'il y a en moyenne 10 000 avions dans le ciel sur la planète chaque jour. Or, ceci est aussi lié à la pandémie au sens où, à la fois, elle s'est répandue très rapidement grâce à la globalisation, et ensuite, je crois que vous avez des places sur votre gauche, et ensuite, ceci est lié au fait que l'être humain est le super prédateur, qui aujourd'hui est à la cime, au sommet de la hiérarchie des prédateurs sur la planète. Et donc, si vous êtes un virus, et si, du fait des mécanismes évolutifs, vous cherchez, disons, le support pour vous multiplier qui est plus efficace, c'est beaucoup plus efficace de muter et d'arriver sur l'être humain que d'arriver, par exemple, sur le renne d'Alaska qui est en train de disparaître. Parce que là, vous n'aurez pas du tout la même fortune que si vous arrivez sur l'être humain. Donc, en fait, ce que j'ai décrit là comme une intention, qui n'est évidemment pas une intention, mais statistiquement, la probabilité que nous ayons des mutations génétiques de virus qui viennent sur l'homme est très très élevée parce que nous sommes le super prédateur de la planète et il n'y a personne, il n'y a aucun autre animal qui a la même faculté de se déplacer que celle que nous avons. Et donc, ça nous rend extrêmement exposés et fragiles à d'autres pandémies, d'autres zoonoses. Donc, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, prévient dès aujourd'hui, comme elle l'avait fait précédemment, que nous aurons d'autres pandémies, de coronavirus, ça c'est clair, mais aussi d'autres zoonoses liées au rapprochement avec d'autres animaux, et en plus, d'autres pandémies tropicales, elles-mêmes favorisées par le réchauffement climatique. Donc, par exemple, vous savez que le réchauffement climatique provoque la migration du vivant de l'équateur vers les pôles, donc pour l'hémisphère nord vers le pôle nord, pour l'hémisphère sud vers le pôle sud. Et cette migration, disons, le gradient de déplacement, c'est 6 km par an. Le vivant bouge de 6 km par an en moyenne en ce moment, de l'équateur vers le pôle nord, pour l'hémisphère nord. Donc, la première fois que vous entendez ça, vous vous dites 6 km, bon, c'est pas beaucoup. Moi, comme être humain, je fais ça en 1 heure si je suis en forme, éventuellement 1 heure et quart. Mais vous voyez bien qu'un arbre ne se déplace pas de 6 km. Un arbre se déplace de quelques dizaines de mètres en 30 ans.
lorsque une graine tombe et qu'un nouvel arbre pousse 30 ans après. En revanche, les virus et les bactéries se déplacent facilement de 6 km par an. Et donc, en fait, ils sont en train de remonter de l'équateur vers les pôles. Donc, il est clair dès aujourd'hui que la malaria, par exemple, va remonter, va retraverser la Méditerranée dans les années qui viennent. Il y a déjà eu une première implantation de la malaria dans le sud de l'Italie, il y a 3 ou 4 ans, qui a finalement disparu à nouveau. Il ne fait pas encore assez chaud. Mais à la faveur du réchauffement dans les années qui viennent, c'est très clair dès aujourd'hui que la malaria remontera. Donc, elle a disparu de l'Europe il y a 100 ans, elle va revenir. Donc ça fait aussi partie des pandémies auxquelles il faut se préparer dès aujourd'hui, qui sont intrinsèquement liées au réchauffement climatique. Bien, alors ça, c'est, je pense, quelque chose de très important de laquelle nous devons avoir conscience, c'est-à-dire qu'il y a, c'est un autre aspect, un nouvel aspect que nous n'avons pas envisagé avant. Je pense que c'est un peu une surprise pour nous, cette expérience de la pandémie, dans cette façon. Et ça dépend aussi de la crise écologique globale. Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Bien, bien. Fabien me parle. Non, c'était seulement un peu de synthèse de ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Mais excuse-moi, tu as dit que c'était une surprise. Je voudrais quand même signaler que l'OMS avait dit déjà, avec la pandémie de 2002, puis la pandémie de 2013, que nous aurions d'autres pandémies du coronavirus. Un certain nombre de pays s'étaient très bien préparés. Taïwan, la Corée du Sud, même le Vietnam, la Thaïlande. Alors, le fait que ce soient tous des pays limitrophes de la Chine n'est pas un hasard. Ils savent bien que la Chine ne prête absolument pas attention à ces marchés d'animaux sauvages, notamment à Wuhan et à Pékin. Et donc, ils savaient très bien qu'il y aurait d'autres épidémies du coronavirus. Mais le fait est que ce ne sont pas tous des pays très riches. Ils se sont beaucoup mieux préparés que nous. Et aucun de ces pays, les pays que j'ai cités, n'a fait de lockdown. Des santé comme ça sont touchés. Bien. Cela semble mettre en question fondamentalement aussi l'individualisme et la mentalité de nos sociétés, c'est-à-dire la distinction entre santé privée et publique. Hein. Et on voit bien que la santé, c'est un bien commun, n'est pas quelque chose qui nous touche seulement comme personne, mais ensemble, comme peuple, comme société. Et vous avez parlé souvent de l'importance des biens communs dans le monde d'aujourd'hui comme un des aspects importants pour orienter les solutions, les responsabilités dans le temps de la crise, hein, pour passer d'un système qui est centré plutôt sur l'individualisme et les intérêts privés à la perspective du bien commun général et des biens communs particuliers. Alors, est-ce que tu peux parler un peu de ça, développer cette idée qui revient souvent dans les interventions sur le bien commun? Quels sont les principaux biens communs que nous devons protéger pour réorienter notre système? Merci, oui, c'est une très bonne question. Disons, le fait que nous découvrions de nouveau que la santé d'une famille riche chinoise à Wuhan qui mange du pangolin le soir concerne la santé de tous les humains montre qu'il y a une interdépendance globale qui fait que ce que tu décrivais comme l'individualisme n'a pas de sens, c'est-à-dire nous redécouvrons que l'être humain est un être qui dépend de tous les autres, que chaque être humain est communié, de manière même lui-même ne comprend pas forcément très bien, à l'ensemble de l'humanité. Vous avez déjà fait cette expérience avec la crise d'Ebola en 2014, puisque tout d'un coup, l'Occident a découvert, alors que la crise faisait rage déjà depuis un an en Guinée, Conakry, que les Européens, les Occidentaux pouvaient eux-mêmes contracter le virus d'Ebola. Et là, bon, la Banque mondiale a mis $1 milliard sur la table pour stopper la pandémie. Il est hors de question que Ebola arrive en Occident. Mais à ce moment-là, tout d'un coup, l'Occident a aussi pris conscience du fait que la santé d'un paysan guinéen pauvre dans la forêt profonde de Télécolé concerne tout le monde. Alors ça, c'est une manière de dire que la santé est un bien commun. Quand on dit ça, un bien commun mondial, quand on dit ça, on veut dire deux choses, ou trois plutôt. La première, c'est que ce n'est pas un bien privé,
au sens où, précisément, un bien privé, ce serait un bien qu'on peut gérer dans la sphère marchande, qu'on peut transformer en marchandise et échanger en fonction d'une offre et d'une demande sur un marché. Si on faisait ça, donc si on traitait la santé comme un bien privé, alors on lui donnerait forcément un prix. Alors nécessairement, il y aurait des plus pauvres qui n'auraient pas les moyens de s'acquitter de ce prix-là. Je pense par exemple ici à Rome aux réfugiés pour lesquels j'ai travaillé, au centro Astali, qui dorment dans la rue. Donc ceux-là ne pourront jamais payer le prix d'accès à une thérapie de quoi que ce soit. Et en particulier contre le virus, si jamais on mettait un prix à ceci. Donc il y aura forcément les pauvres qui contracteront le virus. Ceux-là vont forcément le transmettre et donc Boris Johnson aura de nouveau le virus. C'est ça la question. Donc, nous faisons tous l'expérience, y compris l'élite sociale et économique de nos pays, que cette interdépendance de tous avec tous rend impossible la privatisation de la santé, ou en tout cas rend la tentation de la privatisation de la santé suicidaire, au sens où, eh bien, la prochaine fois, peut-être que Boris Johnson ne reviendra pas vivant du service de réanimation. Alors ça, c'est un premier aspect. Ça ne peut pas être un bien privé. Ça ne peut pas non plus être un bien public, même si nous savons tous que depuis une vingtaine d'années, la question des biens publics mondiaux a eu beaucoup de succès dans le débat international, y compris d'ailleurs à l'Agence française du développement, où quelqu'un comme Jean-Michel Severino, qui était à ce moment-là directeur général de l'AFD, a beaucoup poussé la thématique des biens publics mondiaux, avec le président Chirac et quelques autres. Mais en fait, techniquement, pour les économistes, un bien public, c'est un bien qui est géré par une bureaucratie d'État. Et donc, au fond, aujourd'hui, ce dont nous prenons conscience, c'est que parler d'un bien public mondial, mais il y a 20 ans, ce n'était pas clair cette question, aujourd'hui, ça l'est davantage, parler d'un bien public mondial pointe plutôt vers l'idée d'une gestion par un État mondial de la question de la santé. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est ça qui nous manque, c'est-à-dire que nous n'avons pas écouté les investissements de l'OMS et il n'y a pas d'État mondial pour gérer la question de la santé de tous. J'allais presque dire heureusement, parce que s'il devait y en avoir un, probablement qu'il serait chinois et ce ne serait pas forcément extrêmement sympathique pour les droits humains et la démocratie. Donc il n'y a pas d'État mondial, donc la santé ne peut pas non plus être traitée, techniquement parlant, comme un bien public. Alors il reste deux options, au fond, dans la théorie classique en économie, qui sont soit un bien tribal, soit un bien commun. Et la différence des deux est la suivante. Un bien privé, c'est un bien dont la consommation est rivale. Donc, si je bois, par exemple, l'eau de cette bouteille, mais tu ne peux pas la boire, c'est toi ou moi. Ça, c'est une consommation rivale. Et pour acquérir cette bouteille, il se peut qu'on me demande de payer une taxe ou un prix. Ça, c'est un bien privé. L'accès peut être régulé, la consommation est rivale. Un bien public, c'est exactement le contraire. Si je vais au bord du Tibre bronzer au soleil, ça ne t'empêchera pas d'aller bronzer au soleil. Et c'est difficile de mettre des carabinieri tous les 10 mètres le long du fleuve pour faire payer une taxe à tous ceux qui auront bronzé au soleil. Donc, la consommation est pas rivale et l'accès est très difficile à réguler. Ça, c'est un bien public. Certainement que, par exemple, la culture fait partie des biens publics. Le fait d'être cultivé n'empêche personne de lire ou de se cultiver, et c'est très difficile de réguler l'accès à la culture, même si, malheureusement, on peut aussi le faire. Bon. Il y a deux autres options. Il y a les biens tribaux, qui sont les biens dont la consommation est non rivale, comme pour les biens publics, mais dont l'accès peut être régulé. Donc ça, typiquement, c'est un club d'échecs. Si j'entre dans un club d'échecs, ça fait un partenaire de plus pour les autres, donc ça n'empêche personne de jouer aux échecs, au contraire. En revanche, il se peut que je doive m'acquitter de frais d'inscription pour entrer dans le club d'échecs. Et par exemple, ces petits objets-là sont tous des objets liés à des effets clubs, à des biens clubs. Si je suis le seul au monde à avoir un téléphone, ça n'a aucune utilité. Personne ne peut m'appeler, je ne peux appeler personne. Si nous sommes 7 milliards à être reliés à Internet, alors ça devient intéressant. Donc ça, c'est les biens clubs, biens tribaux. Et puis, il y a une quatrième option qui sont les biens communs. Les biens communs sont les biens dont la consommation est rivale, mais dont l'accès ne peut pas être régulé. Donc la consommation est rivale comme pour les biens privés, mais à la différence des biens privés, l'accès peut très difficilement être régulé. Alors un l'exemple paradigmatique, c'est un étang en Guinée, par exemple, Guinée-Conakry. Je donne cet exemple parce que l'Agence française de développement a soutenu beaucoup de projets de pisciculture du côté de la Guinée, dans des zones, dans la forêt, où la population ne peut pas faire d'élevage parce qu'on est dans la forêt, et puis est trop loin de la côte du golfe de Guinée pour faire de la pêche. Donc, il y a un manque d'apport en protéines qui peut être surmonté grâce à la pisciculture. Alors, la consommation est rivale au sens où si je vais pêcher la nuit dans cet étang, je peux briser toutes les chaînes trophiques de reproduction des poissons des étangs
il n'y a plus de poissons l'année prochaine. Donc, la consommation animale. Et en même temps, c'est quand même très difficile de mettre un policier derrière chaque arbre autour des étangs pour vérifier que personne ne va braconner la nuit. Donc, ça veut dire que les règles d'utilisation des étangs doivent tenir compte du fait que si quelqu'un n'est pas content, il pourrait les braconner. Donc, il faut délibérer ensemble, collectivement, de manière démocratique, sur l'usage de l'étang. Alors, pour y être allé, je peux témoigner que les paysans guinéens ont inventé des règles extrêmement sophistiquées d'usage des poissons dans les étangs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et donc, si on sort le poisson de l'eau, il faut le consommer le jour même, il n'y a pas de réfrigérateur pour garder le poisson. Donc, vous voyez que, je vois que sortir le poisson de l'eau est un geste très, très important, très décisif. Donc, il y a des règles extrêmement sophistiquées, complexes, pour prendre ces décisions. Et, parce que je suis un peu espiègle, j'ai posé la question à mes interlocuteurs guinéens, je leur ai demandé, mais si un jour vous n'êtes pas d'accord sur les règles, ça arrive forcément tôt ou tard. On sait tous que même si on a fait d'excellentes règles de partage de la ressource, vient forcément, fatalement, un jour où nous ne sommes pas d'accord sur l'interprétation des règles. Alors, que fait-on? Que fait-on? Et mon interlocuteur me dit, ah, mais chef économiste de l'AFD pose des bonnes questions à l'époque. Eh bien, ce que nous faisons, c'est que nous avons désigné à l'avance un vieux sage du village d'à côté, à 20 km, de Délécollet, à qui nous irons demander de trancher le différend entre ceux qui ne sont pas d'accord sur l'interprétation des règles. Autrement dit, on a créé une méta-règle à l'avance qui permet de résoudre les conflits d'interprétation des règles. Alors, au moment où j'entendais ça, je me disais, mais par exemple, nous, dans la zone euro, au moment de la crise de la dette publique grecque, est-ce qu'on avait une méta-règle pour régler le conflit entre nos amis allemands et nos amis grecs? Je ne suis pas sûr. Donc peut-être que finalement, vous voyez, il y a une sagesse institutionnelle des paysans guinéens qui est nettement supérieure à celle de nos super juristes européens, qui ont construit une zone euro dans laquelle personne ne sait comment on en sort et comment on règle des différends profonds sur la gestion de la dette publique. Donc c'est un exemple. Alors ça, c'est un bien commun. Donc, la question de la santé pose un énorme défi à notre humanité aujourd'hui, qui est comment pourrions-nous, ensemble, organiser des institutions de manière à traiter la santé mondiale comme un bien commun mondial. Puisqu'il n'y a pas d'État mondial pour en faire un bien public, et que si on la privatise, Boris Johnson aura de nouveau le virus. Donc ça, c'est un défi extraordinaire, et à mon avis, c'est le grand défi de notre siècle, c'est de concevoir ensemble des institutions pour gérer les communs dont nous voulons prendre soin. Alors, pour ce qui est de la santé, il y a un exemple, à mon avis, qui peut nous rendre très optimistes, et qui montre que c'est possible. Parce que souvent, quand on en est là dans la discussion, on peut penser, bon, c'est sympathique cette affaire, mais comme on n'arrivera jamais à créer ces institutions, nous sommes mal partis. La vérité, c'est que non, pas du tout. Il y a une initiative qui a été prise par des médecins français il y a une quinzaine d'années pour la création de ce qu'on appelle DNDi, qui est un réseau. DNDi, c'est l'acronyme pour Drugs for Neglected Disease Initiative. C'est un réseau dont le siège est à Genève et qui a mis autour de la table le secteur privé, Big Pharma, les États, souvent, et les ONG, la société civile, pour faire quoi? Pour distribuer des thérapies pour des maladies qui sont négligées par le secteur pharmaceutique privé parce qu'il n'y a pas de demande solvable pour ces maladies. Alors l'exemple favori, c'est l'hépatite C. L'hépatite C fait des ravages en Égypte, comme vous le savez, et dont DNDi vend aujourd'hui une thérapie contre l'hépatite C pour $300, alors qu'en Europe, ça vaut 3000 € en gros. Donc, ce n'est pas gratuit, mais c'est beaucoup, beaucoup moins cher et beaucoup plus accessible à la classe moyenne égyptienne. Ça, c'est un exemple de succès extraordinaire qui est rendu possible par quoi? Par une collaboration qu'on n'aurait pas anticipée il y a 15 ans entre les trois secteurs fondamentaux dans une société que sont l'État, le secteur privé et la société civile. Donc ça, c'est une forme d'hybridation institutionnelle qui traite la santé comme un commun, qui n'est ni un bien purement marchand, il n'y a pas que le secteur privé, qui n'est ni un bien purement public, il n'y a pas que l'État, et qui est livré, disons, à la sagesse institutionnelle des ONG qui travaillent avec les populations locales. Voilà. Ça me rend extrêmement optimiste. Je dis, au fond, DNDi devrait servir d'exemple pour inspirer la création d'institutions internationales capables de traiter la santé comme un commun. Dans un contexte où, on a vu, l'OMS n'a pas été écoutée, je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus aujourd'hui, alors que
nous avançons tranquillement vers la deuxième vague, par exemple en France. Et par ailleurs, il y a, disons, une crise, à mon avis, très profonde du multilatéralisme onusien, puisque ça ne nous a pas échappé, que le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas fait de déclaration pendant au moins le printemps, et donc la phase la plus critique de la pandémie pour les pays occidentaux. C'est la première fois qu'on a une grande crise mondiale depuis 1945, où le Conseil de sécurité ne dit rien. Pas qu'il n'y ait rien à dire, mais parce que vous voyez bien que l'effondrement du leadership américain pose un problème colossal dans la construction et la gestion, au fond, du multilatéralisme onusien aujourd'hui. Donc nous découvrons plus ou moins qu'en fait, la façon dont nous avions organisé la communauté internationale onusienne cachait, dissimulait le leadership américain. Comme ce leadership est devenu très très fragile, pour dire les choses très euphémisées aujourd'hui, le multilatéralisme lui-même devient très fragile. Donc il faut le réinventer, ce que par exemple, ce à quoi nous engage très souvent le président Macron, c'est un thème qui revient souvent dans ses discours publics. Il faut réinventer le multilatéralisme international, et à mon avis, ça passe non pas simplement par la restauration des institutions onusiennes, mais ça passe par une hybridation institutionnelle d'objets nouveaux, des ovnis institutionnels qu'il faut créer, traiter par exemple la santé comme un commun. Alors j'en viens à ta question, excuse-moi, je suis un peu qui est quels sont les biens communs dont nous devrions prendre soin. En fait, la réponse que j'ai envie de faire, c'est à nous de décider. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de collègues économistes qui ont une vision un peu naturaliste de cette question et qui disent, bon, il y a des biens qui sont intrinsèquement privés, d'autres qui sont intrinsèquement publics, d'autres qui sont intrinsèquement communs. Donc, ils cherchent, on pourrait dire, des caractéristiques ontologiques de chacun des biens ou chacun des services dont nous avons besoin dans notre société pour voir s'ils sont plutôt publics, plutôt privés, etc. Mais si on regarde un tout petit peu attentivement cette affaire, on voit que dès qu'il y a des problèmes de congestion, alors un bien n'est ni intrinsèquement privé, ni intrinsèquement public ou commun ou tribal. Je donne un exemple, c'est la piscine. Si tu vas nager à Rome, c'est pas difficile, parce que c'est pas facile, il n'y a pas beaucoup de piscines publiques, de piscines communes. Mais disons à Paris, il y a beaucoup de piscines. Si on va nager, à midi, en fait, on est obligé de slalomer entre les gens. Et donc, au fond, la consommation n'est pas complètement rivale. Le fait que j'aille nager n'empêche pas fondamentalement les autres d'aller nager, mais si on est trop nombreux dans la piscine, ça devient très compliqué. La congestion augmente le caractère de rivalité de la consommation de la piscine. Même sujet, par exemple, sur une autoroute. Si on est très très nombreux sur l'autoroute, ça fait un énorme embouteillage, la consommation, en fait, devient rivale. L'accès peut être régulé pour une piscine. On peut faire payer une taxe, mais la piscine pourrait aussi être gratuite si elle est subventionnée. Donc ça, c'est un exemple qui montre que ce n'est pas complètement clair. Il y a un bien intrinsèquement ni privé, ni commun, ni public, ni tribal. Et plus est, il peut changer de statut. Alors, exemple, l'éducation. Bon, les jésuites, ça a quelque chose. L'éducation, à partir du XVIe siècle, devient un bien quand même plutôt tribal. Non pas la tribu des jésuites, mais la tribu des citadins, disons, urbains, qui financent la création des collèges jésuites dans les grandes villes d'Europe. Donc ça, c'est plutôt un bien tribal, disons. Et puis, à partir du XVIIIe siècle, c'est l'État, par exemple en France, en Italie, ça vient au XIXe, mais en France, dès le XVIIIe, c'est l'État qui dit à partir de maintenant, c'est moi qui prends en charge l'éducation comme un bien public. Et la fameuse guerre, en fait, intestine entre le curé du village et l'instituteur de la République, Pépot, etc. Cette guerre-là, en fait, peut être traduite dans les termes de est-ce que l'éducation est un bien tribal, devrait être, disons, géré par l'Église, ou est-ce que c'est un bien public géré par l'État? Nous avons tous collectivement, au moins en Europe de l'Ouest, décidé que c'était plutôt un bien public, mais aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, on peut s'interroger si est-ce que finalement, petit à petit, l'éducation n'est pas en train de redevenir, en tout cas en France, un bien tribal. Voilà. Donc c'est aussi pour dire que on peut dire que l'éducation a un statut qui a changé dans le temps, qu'en fait, aucun bien n'est intrinsèquement privé, public, tribal ou commun. Donc, ma position, qui est de dire en réalité, c'est une décision politique de faire de tel ou tel bien un bien privé ou un bien public ou un bien tribal ou un bien commun. Vous avez bien vu en Italie avec les bagarres sur l'eau et la remunicipalisation de l'eau à Naples en 2011, des positions très fortes adoptées par Stefano Rodotà, le juriste, le grand juriste italien. Bon, vous avez eu un débat entre la Commission européenne d'un côté qui voulait privatiser l'eau à Naples et la population napolitaine qui a dit non, on veut la remunicipaliser. On veut au fond que l'eau soit un bien commun.
Ça rejoint l'expérience très profonde que nous avons à l'Agence française de développement, qui est que pour l'eau, donc ce n'est pas une caractéristique ontologique, mais c'est l'expérience qui montre ça. Pour l'eau, transformer l'eau en un bien commun, c'est beaucoup plus efficace en fait que la privatiser ou la confier à la gestion publique. L'exemple le plus éclairant dans la vie que nous avons découvert à l'AFD, c'est ce qui s'est passé à La Paz, en Bolivie, en 2016, pendant l'été 2016. La Paz, qui est l'une des deux capitales de la Bolivie, est à 4000 mètres d'altitude, aujourd'hui dans un désert, puisque tous les glaciers ont fondu, ou presque, à cause du réchauffement climatique. Et La Paz a connu ce qu'on appelle le Day Zero, en anglais, le jour zéro, en 2016, c'est-à-dire le jour où il n'y a plus d'eau au robinet. Alors, on peut vivre sans électricité quelques jours, même si c'est très pénible. En revanche, personne ne peut vivre sans eau. C'est juste pas possible. Et donc, les citadins de La Paz, du centre-ville, ont souffert énormément pendant plus d'un an. Mais dans les banlieues pauvres, les favelas, pourrait-on dire, de La Paz, la population pauvre s'est bien organisée, en particulier en confiant la gestion de l'eau à des communautés de femmes, de manière que l'eau soit traitée comme un commun. Pendant que les citadins de centre-ville n'avaient plus d'eau, les pauvres de la banlieue avaient de l'eau. Pendant l'été, ça a beaucoup mieux marché de traiter l'eau comme un commun que de la privatiser ou même de la confier à la gestion publique, à la gestion de la bureaucratie. Voilà. Donc ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Et l'AFD, depuis lors, promeut de manière extrêmement volontaire la gestion de l'eau comme bien commun. Alors, si on dit, bon, ok, il y a un certain nombre d'expériences qui nous montrent qu'il y a un certain nombre de biens, dont l'eau, dont on ferait mieux de confier la gestion à des communautés qui en font des biens communs, reste qu'il y a plein d'autres ressources auxquelles on pourrait penser, pour lesquelles, à mon avis, la décision d'en faire un bien commun ou non relève en vérité d'un débat démocratique. Alors, qui, à mon avis, au fond extrêmement profond du débat démocratique que nous devrions avoir, que nous n'avons pas forcément. Peut-être parfois à cause de la qualité relativement médiocre du débat médiatique qu'on peut avoir aussi bien d'ailleurs en Italie qu'en France. Alors, quels sont ces biens? Si on pense un tout petit peu à la typologie d'un grand économiste hongrois qui s'appelle Karl Polanyi, qui a écrit ce très beau livre qui s'appelle La Grande Transformation, à la fin des années 30, début des années 40, il y a trois grandes typologies de ressources. Les ressources naturelles, donc l'écologie, l'eau, la santé en fait partie aussi d'une certaine manière, le climat, la biodiversité, les écosystèmes naturels. Tout ça pourrait être traité comme des communs et, à l'inverse, pourrait aussi être privatisé, et c'est plutôt ce qu'on fait aujourd'hui. Mais on voit bien que, par exemple, traiter, admettons, l'Amazonie comme un commun mondial, c'est un énorme enjeu, parce que lorsque Jair Bolsonaro refuse d'aller éteindre les incendies d'Amazonie, et donc détruit le plus gros poumon de la planète, la communauté internationale est navrée, mais que pouvons-nous faire contre la souveraineté de l'État brésilien? Au nom de quoi pourrions-nous intervenir pour aller éteindre les incendies que Bolsonaro refuse d'éteindre? Oui, c'est un énorme enjeu qui remet en cause, d'une certaine manière, l'organisation internationale autour du traité de Westphalie, dans laquelle nous vivons aujourd'hui, avec des États souverains sur leur territoire. Si on dit qu'il y a des biens communs mondiaux, alors ça veut dire qu'on empiète sur la souveraineté d'un État. Les mutatis mutandis, on pourrait dire la même chose du virus. Si nous voulons gagner la bataille contre le coronavirus, il n'y a pas d'autre solution qu'une coopération internationale de tous les pays pour éradiquer le virus. Parce que tant qu'il restera un pays suffisamment grand, admettons le Brésil, dans lequel le virus peut continuer de se propager, et donc d'avoir des mutations génétiques, alors tous les pays auront de nouveau le virus le coup d'après. C'est-à-dire qu'on va avoir des pandémies saisonnières de coronavirus, puisque chaque fois que le virus aura muté de manière suffisamment significative pour que le vaccin précédent ne marche plus, il faudra tout recommencer. Donc l'unique solution, c'est une coordination de tous. C'est la seule manière, d'ailleurs, que nous avons réussi à nous débarrasser de la variole, par exemple. Alors, voilà. Et donc ça suppose que tous les pays y consentent. Or, aujourd'hui, on sait qu'il y a un certain nombre de pays qui ne sont pas complètement enthousiastes, même à l'idée de lutter contre le virus. Donc là aussi, ça pose une question sur la souveraineté de l'État. Donc les biens communs mondiaux posent un vrai défi, on pourrait dire intellectuel, philosophique, politique, à ce que nous comprenons, nous autres occidentaux, à travers la souveraineté de l'État. Bon, ça, c'est pour les questions écologiques. Deuxième grande typologie de biens pour Karl Polanyi, le travail. Alors, les économistes, les collègues, nous-mêmes aussi d'une certaine manière, nous avons pris l'habitude de traiter le travail comme un bien privé, une marchandise. Donc on dit voilà,
Le salaire, c'est le prix du travail qui s'établit en fonction de l'offre et de la demande sur un marché qui est le marché du travail. Et si vous y réfléchissez une demi-seconde, la vérité profonde de la métaphore selon laquelle le travail est un bien privé, une marchandise, c'est l'esclavage. La seule situation dans laquelle vraiment un travailleur est un bien privé, c'est un esclave. C'est d'ailleurs à Rome que ça a été formalisé pour la première fois dans le droit romain, qui a créé à la fois l'esclavage et le droit, la propriété privée. Et tu sais peut-être qu'il y a un certain nombre d'anthropologues qui prétendent qu'il y a un lien profond entre les deux. C'est-à-dire que la propriété privée, c'est la transposition dans la relation homme-chose de la relation maître-esclave. Bon. Cette question est très débattue entre anthropologues, mais par exemple, le regretté David Graeber, qui est mort il y a quelques semaines maintenant, anthropologue américain, avait pris cette position. Voilà. Dans ce débat-là entre anthropologues, défendait l'idée que la propriété privée s'originait en vérité dans l'institution d'esclavage. Mais je reviens à la question du travail. Si on admet qu'en vérité le travail n'est pas un bien privé, que par exemple peu d'entre nous arrivent à faire quoi que ce soit et à produire quelque travail que ce soit sans dépendre d'autrui, jusqu'à travers le langage. Comment est-ce que je peux travailler aujourd'hui sans le langage? Et est-ce que c'est moi qui ai inventé le langage? Bien sûr que non. Le langage est un commun partagé par une grande tribu, par exemple la tribu italienne aujourd'hui. Et vous voyez bien qu'à la fois je peux me l'approprier, mais si j'en fais un langage privé, plus personne ne me comprend. Donc c'est certainement pas un bien privé. Donc, aucun travail ne peut être fait sans langage, donc aucun travail n'est un bien privé en vérité. Tout travail est déjà un bien commun intrinsèquement, à mon avis, fondamentalement. Quelles sont les institutions qui pourraient honorer ça? Ça, c'est un vrai défi, parce que ça suppose de repenser l'entreprise, non pas comme la propriété privée des capitaux tenus par les actionnaires de l'entreprise, ce qui est encore en France, par exemple, la conception classique dans le Code civil, article 1832-1833 du Code civil, de l'intelligence juridique française de l'entreprise. L'entreprise, d'ailleurs, comme concept juridique, n'existe pas dans le Code civil. On ne parle que de la société des capitaux, qui est la propriété privée des actionnaires. Si on dit, oui, certainement, le capital, c'est très important, mais une entreprise, c'est beaucoup plus que du capital, des financiers d'actionnaires. C'est un projet, en fait, qui met ensemble toute une communauté de parties prenantes, avec les actionnaires, les salariés, les clients de l'entreprise, de la société, les voisins, si jamais l'entreprise, par exemple, pollue sur son territoire. Alors, il faut réinventer ce que c'est qu'une entreprise. Depuis quelques années, il y a des travaux de juristes ou d'économistes, comme moi-même et d'autres, essayons de redéfinir le statut de l'entreprise dans le Code civil, pour honorer le fait que le travail, en fait, est un commun fondamental. Mais on n'en est qu'au début de cette réflexion, à mon avis, extrêmement importante, passionnante, vise en vérité, c'est ça la pointe, à redéfinir le travail comme un bien commun et non plus comme une marchandise privée. Et puis, troisième grande typologie, j'appelle Karl Polanyi, c'est la monnaie. Donc, les ressources naturelles, disons l'écologie d'un côté, le travail, ce qui nous envoie vers une redéfinition du statut de l'entreprise, et la monnaie. En zone euro, on pourrait dire, voilà, il me semble, nous avons, sans d'ailleurs l'avoir compris, privatisé la monnaie. Pourquoi? Parce que nous avons retiré de l'État le pouvoir de création monétaire dans le traité de Maastricht, en le confiant à une banque centrale européenne qui est complètement indépendante, ou en tout cas qui est réputée indépendante du pouvoir politique. Ce faisant, les États n'ont plus le droit régalien de frapper monnaie. Lorsque le gouvernement italien veut dépenser, il a besoin d'argent, il ne peut plus demander à la Banque centrale à Rome de créer la monnaie pour lui, il est obligé d'aller emprunter sur les marchés financiers. Et vous savez d'ailleurs, je vous une parenthèse, que ça va devenir une vraie question pour l'Italie, puisque l'Italie en est aujourd'hui à 160% du PIB de dette publique, et donc s'approche, à mon avis, dangereusement de la zone dans laquelle se trouvait la Grèce en 2010, au moment de l'explosion de la dette publique grecque, donc du commencement de la crise de la dette publique grecque en 2010. Je reviens sur cette parenthèse. Donc, en exigeant des États qu'ils se financent uniquement auprès des marchés financiers, et en déclarant que la Banque centrale européenne doit être indépendante du pouvoir politique, ce que nous avons fait, c'est que nous avons confié un pouvoir exorbitant aux banques privées, qui sont les seules aujourd'hui, dans une économie comme l'économie italienne, à pouvoir créer de la monnaie. Lorsqu'une banque accorde un crédit, elle crée de la monnaie. Et pour tout le reste, en fait, il reste la Banque centrale européenne, même si la Banque centrale européenne crée une monnaie qu'aucun d'entre nous n'a jamais vue, à moins que vous soyez banquier, puisque la monnaie créée par la Banque centrale européenne, c'est la monnaie banque centrale, qui reste piégée dans ce qu'on appelle le marché interbancaire, auquel n'ont accès que les banques.
Donc, vous et moi, nous n'avons pas accès à ce marché-là. La monnaie qui se trouve sur votre compte de dépôt, votre compte bancaire, a été créée par les banques privées. Et donc, c'est ça que je veux dire en disant que nous avons privatisé la monnaie dans la zone euro. Ceci est-il complètement légitime? Ce n'est pas complètement clair, à mon avis. Ça vaut la peine d'être réfléchi une seconde fois, parce que c'est quand même un des attributs fondamentaux de la souveraineté de l'État, de pouvoir créer de la monnaie et d'avoir le contrôle sur la dépense publique de l'État. Un État qui n'a plus ce contrôle-là est un État très très fragilisé, donc il pourrait s'interroger sur la question de savoir s'il est encore souverain. Vous savez qu'il y a un grand débat là-dessus. Alors, à mon avis, c'est lié au fait que nous sommes dans une situation intermédiaire dans la zone euro qui est bancale. Comme vous le savez, l'équipe de Jacques Delors dans les années 90, qui a construit l'euro, dit nous faisons la jambe économique, monétaire et financière, puis il manquera évidemment la jambe politique, qui à l'époque était comprise par eux comme étant le fédéralisme européen, et ils nous apprendront à marcher en tombant, et donc nous ferons la deuxième jambe politique, qui à l'époque était très difficile à faire à cause de la résistance allemande. Nous apprendrons à marcher en tombant, et nous ferons la deuxième jambe, une fois qu'on aura créé l'euro. On va interroger des amis qui étaient dans le cabinet de Jacques Delors à l'époque, c'est vraiment, disons, la ruse hegelienne que les amis qui ont créé l'euro avaient en tête au moment de créer l'euro. Sauf qu'aujourd'hui, nous nous cassons la figure quand même, ce qui s'est passé en Grèce est un exemple de manière de se compliquer. Et en réalité, plus le temps passe, plus à mon avis, la construction du fédéralisme européen est compliquée. C'est beaucoup plus dur, à mon sens, de faire un fédéralisme européen entre les Allemands et les Grecs aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc je ne suis pas sûr que la ruse hegelienne marche dans le bon sens. Il est possible qu'elle marche à rebours, c'est-à-dire que plus le temps passe et plus nous avons mal, à cause du caractère bancal de la construction de l'euro, plus ça va être dur de faire la deuxième jambe. Ce n'est pas impossible. En tout cas, je pose la question. Et du coup, ça veut dire que avoir privatisé l'euro en attendant de la deuxième jambe politique qui permettrait de refaire de la monnaie chez nous un bien public, on est dans une situation intenable. Le fait, par exemple, qu'en Grèce, au moment de l'éclatement de la crise de la dette publique grecque, il y a eu une multiplication de monnaie locale, monnaie complémentaire locale, un peu partout en Grèce. C'était une manière pour la population grecque, dans une situation où l'euro venait à manquer dramatiquement, de se réapproprier la monnaie comme bien commun. Les monnaies locales, c'est une petite monnaie commune, où vous avez une communauté qui décide démocratiquement de la manière dont elle va gérer la monnaie. Est-ce qu'elle va en créer davantage? Est-ce qu'il va y avoir un peu d'inflation monétaire ou pas, etc. Donc ça, c'est une façon, au fond, pour le corps social d'un pays qui souffre, de se réapproprier la monnaie comme bien commun. Avec ça, de mon point de vue, on a dressé un panorama qui répond à ta question, tu m'as dit, j'étais très bien, quand même, où on a les ressources naturelles, le travail et la monnaie, qui sont les trois grandes typologies de Karl-Polanyi qui structurent notre société, avec cette question politique fondamentale, c'est dans ces trois grandes typologies, que voulons-nous traiter comme un commun? Et si oui, quelles institutions hybrides pouvons-nous construire pour ça? Que voulons-nous traiter comme un bien privé, marchandise? Que voulons-nous traiter comme un bien public? Merci. Vous avez touché une série de questions d'une grande profondité. Et je voudrais revenir un peu au thème de la transition écologique, hein? C'est-à-dire quels sont les champs prioritaires avec l'attention surtout à la crise écologique en particulier, et quels sont les défis qui sont les champs principaux. Vous avez parlé de la transition énergétique, par exemple, ou d'autres champs qui sont très importants. Alors, quels sont les champs prioritaires pour une stratégie et quels sont les acteurs décisifs pour mettre cette stratégie en action? Oui. Merci de me poser la question parce que, pour être très honnête, comme Français, je suis un tout petit peu surpris qu'il n'y ait pas davantage de débat dans le débat public italien sur cette question, sachant que l'Italie va être touchée, est déjà touchée, mais va l'être encore davantage dans les années qui viennent, de plein fouet par la crise écologique. Davantage que la France, qui elle-même sera davantage touchée que l'Allemagne. Par exemple, pour vous donner juste un exemple, le World Resources Institute, WRI, qui est un think tank américain à Washington. Alors, ça va? WRI a fait des projets
projection sur la question de la perturbation du cycle de l'eau au niveau planétaire en 2040. 2040, ce n'est pas la fin du siècle. 2040, c'est après 2040. Et le résultat, c'est que l'Italie et l'Espagne pourraient, si nous ne faisons rien, manquer jusqu'à 40% de l'accès à l'eau potable dont elles disposent aujourd'hui. 40% d'accès à l'eau potable en moins en 2040. Vous imaginez ce que ça représente pour une ville comme Rome. Et donc, je suis un peu surpris que face à ce type de résultats qui sont publics, qui sont connus fondamentalement, il n'y ait pas davantage de discussion dans la classe politique italienne sur ces questions-là, qui me semblent absolument, qui relèvent en vérité de la sécurité nationale en Italie. Pour les Français, ce serait entre 20 et 40 pour la France. Et je peux vous dire, par exemple, que des pays comme la Tunisie et le Maroc sont déjà très très au fait de cette question et cherchent des moyens dès aujourd'hui de désaliniser l'eau de mer, la Méditerranée ou l'Atlantique, pour le Maroc, de manière à récupérer un petit peu d'eau potable, sachant que dès aujourd'hui, le stress hydrique est très très important dans ma gueule. Alors, là, pour répondre à ta question, je dirais qu'il y a dans tous les scénarios de transition énergétique, et donc aussi écologique, sur lesquels j'ai travaillé notamment en 2013-2014 à la demande du gouvernement français de l'époque, la ministre Delphine Batteau, quel que soit le scénario adopté. Et le choix entre ces scénarios ou ces scénarios dépend fondamentalement de ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire le bouquet énergétique qu'on veut choisir pour un pays, disons autour de 2035. Quel que soit le mix énergétique choisi, quel que soit le scénario, il y a toujours trois grandes étapes qui sont toujours les mêmes. La première, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Alors, maintenant, on en parle beaucoup. Le président Macron a mis ça dans son programme et dans le plan de relance français. Je ne suis pas sûr que ce soit au niveau de ce qu'il faut faire, mais l'attention est là. La rénovation thermique des bâtiments, c'est la première étape parce que c'est facile à faire techniquement, on n'a pas besoin d'un deuxième Einstein. Et par ailleurs, c'est extraordinairement créateur d'emploi. Les calculs qu'on a fait avec la société de conseil Carbone 4, que certains d'entre vous connaissent, avec Alain Grandjean et Jean-Marc Jancovici, montrent que pour 1 million d'euros investis, on peut créer 15 emplois en moyenne en France. Je n'ai pas l'idée des chiffres pour l'Italie, mais ce serait étonnant que ce soit très différent en Italie. Combien ça coûte? Quelques milliards. Alors ça ne coûte pas rien, c'est vrai. Il faut penser dans l'ordre de grandeur, c'est la dizaine de milliards par an chaque année pendant plusieurs années, pendant 4 ans, 5 ans. On ne peut absolument pas tout faire en même temps. Donc, dans une négociation auquel j'ai contribué avec le gouvernement français, les entreprises du bâtiment françaises nous disaient, il y a 5 ans ou 6 ans, n'allez pas trop vite parce que nous n'avons pas assez d'ouvriers spécialisés en France pour le faire au niveau national. Donc faisons-le ad experimentum sur 2 régions, par exemple Lyon et Paris. Et puis dans 3 ans, on aura un premier retour d'expérience. Avec ce retour d'expérience, on étend le procédé à l'ensemble du territoire national. Et en 3 ans, entre-temps, nous aurons le temps de lancer une filière d'apprentissage pour avoir l'armada d'ouvriers spécialisés capables de faire la rénovation thermique. Ça crée énormément d'emplois. Donc pour la France, ça créerait au minimum 500 000 emplois en quelques années. Pour mémoire, le plan de relance français, il est prévu qu'il crée au maximum 200 000. On pourrait en faire 500 000 en quelques années, si on faisait vraiment la rénovation thermique pour tous les bâtiments en France. C'est une sacrée opération. Ça crée des emplois. Ça réduit le déficit de la balance commerciale, puisque pour la France, en tout cas, le déficit de la balance commerciale, c'est 70 milliards d'euros chaque année, qui est à peu près le coût de la facture pétrolière. Et ça réduit notre dépendance au pétrole et au gaz, et par exemple, dans un contexte géopolitique où dépendre de la Russie pour l'approvisionnement en pétrole et en gaz, à mon avis, n'est pas une idée extraordinaire. Donc ça n'a, à mon avis, que des vertus. Et puis ça permet aussi de réhabiliter les petites villes ou les villes moyennes dans le territoire français, dont le centre-ville est complètement déshérité, puisque si vous le réhabilitez, vous redonnez un nouveau visage au centre-ville. Et par exemple, vous pouvez faire des lieux de coworking où les Français qui ont découvert les délices du télétravail peuvent continuer de travailler à la campagne, même après le confinement. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la mobilité verte. Alors, je la mets en deuxième, bien qu'au fond, la mobilité aujourd'hui soit à poste à égalité avec le résidentiel dans les émissions de CO2, en France comme en Italie. Je la mets en deuxième parce que c'est plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de passer la voiture thermique à la voiture électrique. Mais il faut le faire absolument. Les normes européennes nous y obligent. Mais tout le monde sait dans cette salle, et tous ceux qui nous suivent savent que la voiture électrique n'est pas la solution non plus.
Pourquoi? Parce que la voiture électrique dépend de la batterie dépend du minerai que nous n'avons pas, et surtout est construite en Chine. Donc ça nous rend extrêmement dépendants. Les amis, ce sont les amis des Chinois, ce sont les amis avec lesquels il faut avoir un rapport pragmatique. Bon. Donc, ce n'est pas simplement de passer à la voiture électrique, c'est de réorganiser complètement l'aménagement du territoire, en France comme en Italie, de manière à avoir du train partout. C'est l'optimisation des plans urbains de nos villes, de manière à avoir des villes très denses pour faire des économies d'énergie. Reliées par du train, à l'intérieur des villes, il n'y a plus que du transport public, quasiment plus que du transport public, et ceux qui se déplacent en vélo, en trottinette, à pied, ce que vous voulez, et plus en voiture. Et donc ça suppose de repenser complètement l'aménagement du territoire. Alors, en Allemagne, en Suisse et en Belgique, nos amis ont eu l'intelligence de conserver le réseau ferroviaire extrêmement dense qu'ils avaient en 1945. Nous, en France, malheureusement, nous l'avons détricoté, en particulier dès que nous avons réussi à faire le TGV, ce qui est extraordinaire pour les Français, c'est très bien. Mais du coup, nous avons négligé complètement les petites lignes qui ont toutes fermé les unes après les autres parce qu'elles n'étaient pas rentables. Ce que je vois, en tout cas, dans les scénarios de transition énergétique pour un pays comme la France, et je suis certain que c'est la même chose pour l'Italie, il n'y a pas de mobilité verte sans une réhabilitation d'un réseau ferroviaire extrêmement dense sur la totalité du territoire. C'est une très bonne nouvelle pour des zones comme la Creuse, pour ceux qui la connaissent, dans le centre de la France, le désert français, où le train ne s'arrête plus, de telle sorte que d'ailleurs les non-creusois ne savent même plus que la Creuse existe, puisque le train ne s'arrête pas. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut faire. Ça va nous prendre un certain nombre d'années. Ça oblige à nous libérer de l'imaginaire de la banlieue californienne, avec un pavillon tous les 50 mètres, la piscine, etc. Parce que ça, c'est plus possible, énergétiquement parlant. Donc c'est autre chose qu'il faut inventer. Ce sont, comme je l'ai dit, des villes très denses, etc. Il y a des calculs qui ont été faits, notamment par l'excellent économiste britannique Nicolas Stern, qui montrent que si vous comparez dès aujourd'hui des villes espagnoles avec des villes des États-Unis, des villes américaines, le même PIB et la même taille de population, la ville espagnole, en moyenne, consomme 10 fois moins d'énergie que la ville américaine. Donc l'optimisation urbaine permet de diviser par 10 la facture énergétique d'un pays. Donc il y a un véritable enjeu dans cette affaire. Ce n'est pas juste pour faire plaisir à quelques militants. Ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième étape, que je cite en dernier parce que c'est la plus compliquée, et c'est aussi, à mon avis, la plus intéressante, puisque là, il faut inventer, c'est l'industrie verte. Donc, le verdissement de l'industrie et l'agriculture. Du côté de l'agriculture, d'une certaine manière, on sait comment faire. Je sais comme vous qu'il y a d'énormes débats entre, disons, l'agriculture raisonnée, pour donner un nom en France, c'est par exemple quelqu'un comme Michel Griffon, et puis la permaculture. On considère une solution intermédiaire, l'agroforesterie, etc. Et même sans entrer dans ces débats-là que nous adorons, nous les Français, parce que ça nous permet de bagarrer entre nous, du côté de l'agriculture, les choses sont relativement claires. On voit ce que c'est l'agriculture verte. Du côté de l'industrie, les choses sont beaucoup moins claires, parce que ça suppose de réécrire complètement le logiciel de ce que c'est qu'une industrie que nous avons depuis 2 siècles et demi maintenant. Puisqu'il s'agit de faire une industrie dont l'empreinte matérielle soit la plus faible possible. Ça suppose de nous débarrasser de l'imaginaire qui est associé à ceci. Et plus c'est petit, plus c'est mignon, plus c'est beau. Pourquoi? Parce que la miniaturisation à l'extrême rend le recyclage de ces objets-là impossible. En tout cas, tellement cher en énergie et en eau que nous n'allons jamais les recycler. Or, une industrie verte est une industrie très économe en eau, en énergie et en minerais. Alors, pour donner un exemple de minerai critique, c'est le cuivre. Il se trouve que j'ai travaillé avec un géophysicien, un bonhomme qui s'appelle Olivier Vidal, remarquable, et avec qui, ce qu'on a vu, c'est que, selon toute vraisemblance, et quels que soient les scénarios d'évolution de la demande de cuivre, nous allons atteindre le pic d'extraction du cuivre au niveau mondial avant 2060. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de cuivre après 2060 sur la planète. Ça veut dire qu'il ne sera plus possible, selon toute vraisemblance, après 2060, d'augmenter la quantité de cuivre que nous extrayons du sous-sol. Aujourd'hui, la densité des réserves de cuivre au niveau mondial, c'est 1%. C'est-à-dire que pour avoir 1 tonne de cuivre, il faut déblayer centaines de tonnes. Il y a 20 ans, c'était 5%. Donc en 20 ans, ça a été divisé par 5. Vous imaginez bien que le coût en eau et en énergie pour déblayer la terre et extraire le cuivre n'est pas une fonction linéaire de la densité de la réserve, c'est une fonction exponentielle. Donc si vous divisez par 5, vous faites beaucoup plus que multiplier par 5 le coût d'extraction du cuivre. Il y a 2000 ans,
À Chypre, il suffisait de se baisser pour trouver du cuivre sur la Terre. C'est ça qui a donné le nom de Chypre à Chypre. Vous voyez que la question du cuivre, en fait, est très ancienne. Nous sommes très en fait, drogués par le cuivre, pas simplement le pétrole, mais aussi le cuivre. Le cuivre a des usages industriels massifs. Et on sait dès aujourd'hui que les infrastructures liées aux énergies renouvelables sont beaucoup plus gourmandes en cuivre que les infrastructures liées aux hydrocarbures fossiles. Donc les géophysiciens nous le disent aujourd'hui, ça aux économistes, qui n'écoutent pas beaucoup, pour être honnête, faites très attention à l'usage que vous faites du cuivre, parce qu'on va avoir besoin d'encore plus de cuivre dans les années qui viennent, si on veut faire la transition énergétique. Ce serait quand même un peu bêta qu'en 2060, on ne puisse pas faire la transition énergétique vers les énergies renouvelables, non pas parce qu'on n'a pas compris qu'il fallait le faire, mais parce qu'on n'a plus de cuivre pour voir les infrastructures qui vont bien. Alors, comment fait-on pour avoir une industrie économe en cuivre? D'abord, il faut repenser les substituts au cuivre. Ça, c'est un travail d'ingénieur. On a besoin d'excellents ingénieurs. Je sais qu'il y en a d'excellents en Italie, il y en a d'excellents en France, pour penser les substituts au cuivre dans les usages industriels que nous avons aujourd'hui du cuivre. Et puis, deuxièmement, il faut recycler. Il faut recycler sans que ça nous coûte un bras en matière d'énergie et d'eau. Il faut penser des objets manufacturés très très simples, exactement le contraire de ceci. Il faut des objets très simples, faciles à réparer et faciles à recycler. Ça veut dire qu'il faut mettre fin, évidemment, à cette bêtise qui est l'obsolescence programmée des objets, retrouver la qualité de l'objet qui dure, que le ménage propriétaire de l'objet va pouvoir réparer lui-même, si possible, ou en tout cas facilement recycler quand il va le rendre à la décharge qui va être chargée de recycler. Pour l'instant, on ne sait pas faire ça, de manière extrêmement originale. Donc là, il y a un champ énorme pour les industriels à investir et à inventer, qui est cette nouvelle industrie verte, de manière que l'industrie verte ne soit pas un oxymore. Donc, de ce point de vue-là, je fais plutôt partie des optimistes qui pensent que c'est possible. Il y a un certain nombre d'ingénieurs qui disent, mais écoutez, vous pouvez abandonner cette idée, c'est juste pas possible. Si ça n'est pas possible, je ne sais pas ce que nous devenons dans une génération. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un contexte qui a complètement changé par rapport à il y a 10 ans, où la Chine ne sera plus à l'avenir. Alors, oui, ça c'est terminé. Je ne sais pas s'il y a du cuivre. La Chine, depuis 2009, a décidé de ne plus produire, ou de produire de moins en moins pour l'Occident, et de ne plus investir ses excédents commerciaux en Occident. Aujourd'hui, la balance commerciale de la Chine avec l'Occident est nulle. C'est-à-dire que la valeur de nos importations avec la Chine, la valeur de nos exportations sont à peu près égales. Et la Chine produit beaucoup plus aujourd'hui, et va le faire dans les années qui viennent, pour son marché domestique, sa nouvelle classe moyenne, sur la côte Est, sur le Shanghai, Shenzhen, etc., que pour les Occidentaux. Donc la question à plusieurs milliers de milliards qui est posée à la totalité de la planète aujourd'hui, c'est qui sera la prochaine grande usine du monde? L'unique continent qui va avoir une poussée démographique dans les années qui viennent, c'est l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui, c'est 1,3 milliard d'habitants. Le scénario onusien démographique pour l'Afrique, et je sais qu'il y a un professeur de démographie dans la salle, ici, et vous me contredirez si je me trompe, le scénario onusien, c'est plus 1 milliard d'individus d'ici 30 ans en Afrique. Ça, c'est la fourchette basse. La fourchette haute, c'est plus 1,5 milliard d'individus. Donc 2,8 milliards d'individus en Afrique en 2050. Ça, c'est la fourchette haute. C'est le seul continent où il y a une poussée démographique significative dans la génération qui vit. Donc, vous avez un certain nombre d'économistes qui s'interrogent. Voilà. Comment c'est que la Chine ne voudra plus être l'usine du monde? Aujourd'hui, les entreprises se délocalisent de la Chine vers l'Asie du Sud-Est, Thaïlande, Vietnam, Laos, Cambodge. Mais il ne faut pas être grand clair pour comprendre que l'Asie du Sud-Est étant largement sous contrôle chinois, pas la Thaïlande, mais le reste, oui, elle va suivre la même trajectoire que la Chine et donc va laisser croître les salaires très rapidement, va créer une classe moyenne capable elle-même d'absorber le surplus industriel de l'Asie du Sud-Est. Donc, d'ici 10 ans, la question va se reposer après l'Asie du Sud-Est, qui sera la prochaine usine. Donc, autant anticiper tout de suite et se poser cette question. Et donc, à mon avis, il n'y a que disons 3 options, sachant qu'en Amérique latine, c'est très compliqué. C'est les États-Unis, l'Europe et l'Afrique. Le Japon est enlisé dans la déflation depuis 30 ans, dont il n'arrive toujours pas à sortir, qui, à mon avis, est la grande menace pour l'Europe aujourd'hui. La déflation, c'est une maladie beaucoup plus grave que l'inflation, j'y reviendrai tout à l'heure, si tu m'interroges. Donc, on ne peut pas compter sur le Japon. Donc, il ne reste plus que les États-Unis, l'Europe et l'Afrique. Pour les États-Unis, on le voit aujourd'hui, c'est quand même bien compliqué.
imaginer une réindustrialisation verte des États-Unis. Je ne pense pas que ça se passe dans la génération qui vient. D'autant que pour le faire, il faut une population très éduquée. Pourquoi faut-il une population très éduquée? À cause de ce qu'on appelle, excuse-moi, je suis un peu long, mais à mon avis, ça vaut la peine de décrire ça, à cause de ce qu'on appelle l'effet rebond, ou, quand on est pédant, le paradoxe de Jevons, Carl Jevons, qui est un grand économiste britannique de la fin du XIXe siècle. Donc le paradoxe de Jevons, c'est le suivant, c'est que nous autres humains, nous adorons consommer l'énergie, dissiper l'énergie. Notre jouissance absolue, c'est l'énergie. Un petit exemple très simple de ceci, c'est le fait que nous adorions tous prendre l'avion. Vous avez vu qu'à la fin du confinement, il y a des gens qui organisaient des voyages en avion qui ne vont nulle part. Vous décollez, vous passez 3 heures dans l'avion et vous réatterrissez au même endroit. Pourquoi? Juste pour le plaisir d'être dans un avion. Mais il faut s'interroger, pourquoi est-ce que c'est un tel plaisir d'aller dans un avion, sachant que vous êtes à l'étroit, ça sent pas très bon, le sandwich est quand même dégueulasse, et dès qu'il y a des turbulences, tout le monde a peur dans l'avion. Donc comment se fait-il qu'on soit si heureux de prendre l'avion? Quand même, globalement, la plupart d'entre nous. Mais simplement parce que, réfléchissez une seconde, à quelle occasion dans notre vie, à quel moment dans notre vie avons-nous l'occasion de dissiper autant d'énergie que lorsque nous prenons l'avion? C'est le moyen maximal pour dissiper l'énergie. Donc inconsciemment, je crois, il y a une jouissance collective à dissiper l'énergie. Si nous croyons que l'acmé de l'humanité, c'est dissiper l'énergie le plus possible. Et prendre l'avion, c'est quand même extraordinaire. Donc ça, c'est une manière anecdotique de décrire le sujet, mais la manière un tout petit peu plus sérieuse, c'est de dire à chaque fois que l'humanité, jusqu'à présent, a réussi à faire des progrès en termes d'efficacité énergétique, elle a perdu les gains de cette efficacité parce qu'elle s'est inventé des nouveaux besoins pour dissiper quand même encore plus d'énergie. L'exemple paradigmatique de ceci, c'est la voiture. Nos voitures aujourd'hui sont beaucoup plus efficaces dans l'usage qu'elles font d'énergie que les voitures des années 70, mais elles consomment tout autant d'énergie que les voitures des années 70 parce qu'entre-temps, nous avons mis dedans un GPS, un ordinateur, et bientôt on va nous raser pendant que nous conduisons la voiture. C'est l'histoire de trouver encore un moyen de dépenser de l'énergie. Par exemple, tout simplement, on ne remonte plus la vitre à la main dans la voiture, on fait ça électriquement. Pourquoi est-ce que c'est si important finalement de baisser la vitre ou de la remonter électriquement plutôt qu'à la main? Voilà. Alors ça, c'est un exemple d'effet rebond. Si nous avons une population qui n'est pas éduquée, qui n'est pas capable de traverser la tentation d'effet rebond, on n'arrivera jamais à faire une industrie verte. Pour faire une industrie verte, il faut d'excellents ingénieurs qui vont trouver les substituts au cuivre et qui vont inventer les usines de recyclage de demain, qui existent déjà en Chine d'ailleurs. Il nous faut un peu d'argent, parce que ça coûte de l'argent, donc une société riche, et une population très éduquée, capable de résister à la tentation de l'effet rebond et d'entrer dans une autre logique, qui est la logique de la sobriété, dont parle beaucoup le pape François. Et ça, je crois qu'aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Et ce ne sera pas le cas dans la génération qui vient. On n'a pas une population très éduquée aux États-Unis. Où a-t-on une population très éduquée? C'est en Europe. Et au Japon. Le Japon, comme je l'ai dit, est enlisé par la déflation. Du coup, ça pose une question pour l'Afrique. Ce qui fait qu'à mon avis, les deux grands défis fondamentaux pour l'Afrique dans les années qui viennent sont l'éducation. L'éducation du milliard d'individus, d'humains qui vont arriver sur le continent africain dans la génération qui vient, et l'adaptation au dérèglement climatique déjà embarqué. Si vous regardez un tout petit peu les scénarios de réchauffement du continent africain dans les années qui viennent, c'est assez impressionnant. Je pourrais donner des détails si tu veux. Et voilà. Donc tout ça pour dire que la troisième étape, c'est l'industrie verte. C'est la plus compliquée. À mon avis, c'est la plus intéressante, parce que là, on a besoin d'une créativité humaine extraordinaire. Ça va également créer des emplois. En Europe, enfin en France et en Italie aujourd'hui, la part de l'industrie dans le PIB, c'est 12%. C'est très faible. Nous avons les moyens, à mon avis, politiques, sociétaux, intellectuels, financiers, de réindustrialiser la France, l'Italie, l'Espagne, et de créer une industrie verte qui fera de l'Europe le leader du monde dans une génération. Puisque, encore une fois, ce n'est pas le Japon et ce n'est pas les États-Unis qui le feront. Et l'Afrique, il faut d'abord qu'elle relève de l'extraordinaire défi éducatif qui est le sien. Voilà. Donc là, je crois que pour nous, c'est une opportunité extraordinaire. C'est plus qu'un petit problème technique d'ingénieur, c'est un vrai projet de société, la transition économique. En tout cas, c'est ça que j'essaie de défendre. Merci. Je pense que tu as dit une chose très importante et une quantité innombrable de choses déjà qui répondent à beaucoup de mes questions. Mais pour conclure, je pense qu'on devrait laisser peut-être aussi un peu de
Je peux reprendre ce que tu disais à la fin, c'est-à-dire quelle est ta vision sur les perspectives? C'est plutôt optimiste ou pessimiste? Je rappelle une interview que tu as donnée à l'Observatoire Romano il y a un an. Tu disais on ne fait presque rien actuellement. Alors, c'est la conférence de Paris, la conférence de Madrid, c'est tout des échecs. Alors, on n'a pas l'impression d'affronter réellement les questions de la grande crise du monde. Alors, est-ce que tu as des espérances et quels sont les signes de cette espérance? Il y a le mouvement de jeunes avec Greta Thunberg ou le cyclique de Pape ou je ne sais pas quoi. Est-ce que tu peux nous donner quelles sont les raisons d'espérance que tu as? Si, je crois qu'il y en a beaucoup. Et pour moi, à titre personnel, le lieu de l'espérance le plus fondamental, ce sont les jeunes. C'est-à-dire ceux que je peux rencontrer, à la fois mes étudiants, ceux qui vont, par exemple, au campus psychologique de la transition dans le sud de Paris. Ce sont des jeunes étudiants, souvent très très diplômés, qui ont une envie incroyable de changer le monde pour que le monde soit vivable dans une génération. Pour eux, c'est un enjeu existentiel. Hein. C'est quand même là le défi existentiel de cette génération. Et les jeunes que je rencontre ont compris que s'ils arrivent à relever ce défi, que nous n'avons pas relevé, nous autres, on parlera d'eux dans les livres d'histoire à la fin du siècle, parce que ce sera une génération héroïque, franchement. S'ils n'y arrivent pas, leurs enfants ne parleront pas de leurs parents, parce qu'ils auront tellement de problèmes à gérer qu'ils n'auront plus le temps de se poser la question de savoir comment on a fait pour en arriver là. Voilà. Donc la source fondamentale de l'espérance, c'est le dialogue que je peux avoir avec les jeunes. Même si la jeune génération aujourd'hui est elle-même soumise à une telle pression et à un tel défi que c'est aussi un lieu, disons, de souffrance, on pourrait dire collective, psychologique, pour un certain nombre de jeunes, que je vois qui de temps en temps ont des grands doutes métaphysiques, en disant, mais qu'est-ce que je fais sur cette planète où on m'oblige à me confiner pendant 2 mois et demi pour sauver la génération du dessus, qui a fait beaucoup de bêtises, où la génération du dessus, qui en a profité énormément, est incapable de transmettre autre chose, une planète qui pourrait être inhabitable dans les sociétés grevées de dettes, où j'aurais pas de travail et pas d'actifs. Quand même, c'est des questions assez fondamentales. Hein, et mon expérience, c'est que dans cette jeunesse-là, il y a aussi une espèce de procès qui est fait à ma génération, la génération du dessus, qui est, voilà, qu'est-ce que vous avez fait pour nous transmettre une société habitable? En fait, pas grand-chose. Ça, c'est un vrai enjeu de discussion. Mais il n'empêche que fondamentalement, la note globale, à mon avis, c'est une note de très grande espérance parce que cette jeunesse-là veut le faire, absolument. Et ça, c'est Greta Thunberg. Un autre signe d'espérance très très fort, à mon avis, c'est la Convention citoyenne en France. Donc, le président Macron a lancé la Convention citoyenne pour le climat. Donc, on a tiré au sort 150 citoyens et citoyennes, de manière que, disons, les 150 soient représentatifs de la population française. Ces citoyens se sont formés pendant 9 mois. Donc, ils avaient été tirés au sort. Donc, la plupart, en fait, avaient une vague idée du fait qu'il y a un problème climatique sur la planète, mais pas beaucoup plus. Ils ont été formés pendant 9 mois. Les propositions qu'ils ont faites sont des qualités, à mon avis, exceptionnelles. Elles sont bien meilleures que ce qu'une partie d'entre nous, économistes, avons pu penser pendant des décennies, ou ce qu'une partie de notre fonction publique européenne, qu'elle soit française ou non, a pu proposer depuis des décennies. Donc ça me rend extrêmement optimiste, pas simplement dans l'espérance, mais dans l'optimisme, qui est que la population d'Europe de l'Ouest, et c'est évidemment la même chose pour l'Italie, qui est au moins aussi éduquée que la population française, sinon davantage, la population d'Europe de l'Ouest, quand on lui donne les moyens de s'informer, est tout à fait capable de faire des propositions extrêmement construites, intelligentes, articulées, pour sauver la planète et nous sauver au passage. Ça me rend extrêmement optimiste. Ça montre qu'il y a des blocages, en particulier dans le débat médiatique, qui est extrêmement pauvre, pas simplement à cause de la berlusconisation du débat en Italie, mais un peu partout en Europe de l'Ouest, qui est extrêmement pauvre. Et donc, ça, à mon avis, c'est un vrai défi pour nos amis journalistes qui doivent s'interroger sur comment aujourd'hui réanimer le débat démocratique de manière qu'on puisse avoir la même qualité de débat au niveau national que celle qui a eu lieu dans le débat entre les citoyens et la Convention citoyenne. À mon avis, c'est une vraie question aujourd'hui. Et tout ça me rend extrêmement optimiste. Alors, là, une encyclique extraordinaire comme Laudato Si me rend également très optimiste,
à mon avis, c'est le document, l'événement ecclésial le plus important depuis Vatican II. Certains trouvent que j'exagère, mais je ne crois pas. Parce que, d'une certaine manière, du point de vue de la communauté internationale, dans laquelle j'ai travaillé comme chef économiste de l'AFD, disons du point de vue du FMI, de la Banque mondiale, de ce type d'organisation, l'Église catholique était quand même devenue, avec les années, une espèce de spectateur désengagé qui regardait passer les trains sur le bord de la route. C'est un peu dur, mais malheureusement, c'est un peu comme ça. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai faite en discutant avec mes alter ego, disons, de la communauté internationale. Laudato Si a replacé l'Église catholique et donc l'expérience chrétienne dans la locomotive de l'histoire mondiale, véritablement. Parce que c'est la première fois qu'une institution internationale, en l'occurrence l'Église, a publié un texte avec une telle force, une telle rigueur, une telle justesse, y compris scientifique, sur un sujet mondial qui concerne tout le monde. Et je connais un certain nombre d'amis et de militants écologistes qui m'ont dit, écoute, ça fait 30 ans que nous nous bagarrons sur les questions écologiques, personne parmi nous n'a été capable de produire un tel texte. Et donc ça veut dire que l'expérience chrétienne a montré qu'elle est capable d'intervenir dans le débat international, alors que quand même, ça fait 50 ans qu'une bonne partie, y compris d'intellectuels français, avait déjà prononcé la prière mortuaire pour l'Église, comme institution capable de contribuer au débat démocratique. Alors Laudato Si, à mon avis, montre que dans la transition écologique, la transition écologique est un tel défi, y compris anthropologique, pour nous autres, que nous avons besoin de ressources spirituelles pour faire cette transformation. Et dans ce besoin-là, l'Église catholique n'est certainement pas la seule, elle n'a certainement pas le monopole, mais elle est l'une des ressources possibles, et Laudato Si l'a montré. Et puis, dans le sillage de Laudato Si, il y a plein d'institutions religieuses qui ont suivi le pape François, évidemment des institutions protestantes, orthodoxes, bien évidemment, et aussi musulmanes, par exemple. Vous avez des groupements d'intellectuels musulmans qui ont pris des positions dès la fin de l'année 2015, en disant mais nous sommes entièrement d'accord avec ce que dit le pape sur Laudato Si. D'ailleurs, nous souscrivons et nous nous engageons comme intellectuels musulmans, dans un contexte évidemment où, au sein de l'islam, rien ne ressemble au magistère ecclésial catholique. C'est une des difficultés de l'islam aujourd'hui. Donc ça aussi, ça me rend extrêmement optimiste. Je dis, finalement, la communauté internationale a refait l'expérience que nous avons besoin de ressources spirituelles pour traverser cette extraordinaire transformation et relever cet extraordinaire défi anthropologique qu'est la transition écologique. Pourquoi est-ce que c'est un défi anthropologique? Parce que, d'une certaine manière, il me semble, on pourrait dire le diagnostic sous-jacent à la crise écologique, c'est que nous autres occidentaux, donc occidentaux, nous vivons, consciemment ou non, avec une anthropologie qui a beaucoup changé au XVIe, XVIIe siècle. Ça, c'est quelqu'un comme Philippe Descola qui dit ça. C'est devenu une ontologie naturaliste, dont, à mon avis, le symbole le plus fort, c'est l'Uomo di Vitruvio de Leonardo da Vinci. Vous connaissez tous ce très beau dessin de Léonard, le génial Léonard, qui est cet homme nu qui écarte les bras dans un triangle, qui est lui-même inscrit dans un cercle. Alors, je donne cet exemple, et puis quelqu'un me dit, mais franchement, tu n'aimes pas Léonard. Je dis, si, beaucoup Léonard. Mais on a mis ce dessin sur la face de la pièce de 1 euro. Et donc, ça veut bien dire que collectivement, nous autres Européens, nous continuons de penser, l'Uomo di Vitruvio dit quelque chose de l'être européen. C'est pas moi qui l'ai fait. Et donc, ça veut dire que d'une certaine manière, nous croyons encore aujourd'hui que l'Uomo di Vitruvio dit quelque chose de l'anthropologie. Or, que dit cet homme? C'est un homme blanc, mâle, sans altérité. Il n'y a pas de femme. La femme est absente. L'altérité féminine est absente. Il n'y a pas de non-européen. Il n'y a pas d'animaux. La nature est absente. Et de quoi est-il armé, cet homme? De la géométrie, des triangles, des cercles, et donc de la science. C'est ça, à mon avis, qui est l'origine très profonde de la crise écologique, c'est cette anthropologie naturaliste qui croit que l'humain est semblable à l'homme mâle adulte, qui n'est pas malade d'ailleurs, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de génération autre que la sienne, sans femme, sans altérité, etc., et sans nature. Donc il vit dans une espèce de solitude métaphysique radicale, où armé de son seul triangle, il va dominer le monde. C'est avec cette anthropologie-là qu'il faut rompre. Et elle continue de nous habiter. La preuve, les institutions européennes ont choisi l'Uomo di Vitruvio sur la face de la pièce de 1 euro. C'est quand même incroyable aujourd'hui. Voilà. Quelles sont les ressources pour rompre avec ça?
À mon avis, Laudato Si montre que le christianisme, l'expérience chrétienne, est l'une des ressources possibles pour traverser l'épreuve qui consiste à nous libérer de cette anthropologie-là. Pourquoi? Parce que l'anthropologie chrétienne, fondamentalement, est une anthropologie relationnelle, dans laquelle, depuis toujours et de toujours à toujours, l'être humain se vit en relation avec Dieu à travers la création. De sorte que le procès implicite qui est fait au christianisme, souvent, à travers le verset de Genèse 1,28, premier chapitre de la Genèse, verset 28, où Dieu dit à Adam et Ève, croissez, multipliez-vous et dominez le monde. Souvent, on fait le procès au christianisme, et d'ailleurs à toutes les religions bibliques, qui se réclament de ce verset, d'être responsable de la crise écologique. En disant, regardez, vous croyez en un Dieu qui vous a donné comme mission fondamentale de dominer le monde et donc de l'assujettir et donc de le détruire. Donc c'est vous qui êtes responsable du désastre écologique. Il y a Lynn White, par exemple, qui a défendu cette thèse dans les années 60. Bon. À mon avis, c'est complètement faux. La question qu'il faut se poser, et ça vaut également pour l'Église, hein, c'est qu'est-ce que nous entendons à travers le dominer la création qu'on entend dans le verset 28 du chapitre 1 de la Genèse. On dit quel est le sens du dominium biblique. Si c'est la domination au sens du homo divitruvio, alors c'est clair que le christianisme contribue à la destruction écologique. Si c'est la domination au sens où l'entend le Christ, Jésus, qui est l'autorité du service, le sens profond de l'autoritas, laisser grandir autrui, augere. Donc l'autoritas, c'est la possibilité ou le pouvoir de laisser grandir autrui, ça c'est la vraie autorité. Alors ça veut dire que le dominium confié par Dieu à l'humain, c'est l'autorité pour laisser grandir la création. Nous faisons exactement le contraire aujourd'hui. Ça, c'est une vraie mission pour l'être humain. Et donc ça, c'est une manière de dire, à mon avis, que l'expérience chrétienne est une des ressources spirituelles possibles pour traverser cet extraordinaire défi anthropologique et de nous libérer de l'imagination, de l'imaginaire de Momo Divito. Merci de ce mot d'espérance. Alors, est-ce qu'on a encore un peu de temps pour des questions? Très bien. 4 questions, 3 questions. Alors, quelles sont? Il y a quelqu'un qui a une question aussi. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette conférence. Vous avez montré de l'optimisme quant à la possibilité pour l'Europe et les pays européens, avec leur population éduquée, dont vous avez parlé, de devenir potentiellement les leaders du monde dans une génération. Vous avez aussi fait preuve de beaucoup de pessimisme, avec notamment l'échec de la construction européenne sur le plan politique, et vous avez ouvert la porte de la déflation qui concerne le Japon, qui peut aussi concerner l'Europe. Vous pouvez approfondir cet équilibre de l'opinion que vous avez entre optimisme et pessimisme concernant l'Europe et la construction européenne. Merci. Peut-être qu'on peut Oui, qu'on peut avoir poser les des autres questions, mais après. Bonjour, merci pour cette conférence. Quand vous avez parlé des méthodes de la transition écologique, vous avez parlé du raménagement du territoire et du fait qu'on devait avoir des villes beaucoup plus denses pour réduire notre énergie. Mais ensuite, vous avez parlé du changement de modèle d'agriculture. Mais est-ce que, par exemple, si on doit sortir des pesticides, l'agriculture terre, ça veut dire qu'on va devoir aussi avoir beaucoup plus de gens qui travaillent dans la terre. Est-ce que du coup, c'est pas contradictoire avec l'idée de urbaniser, donc pas de concentrer la population dans des villes? Ok, merci pour la question. Aussi, une question. On a fait sa demande. Salve, io sono molto ottimista. Volevo un suo punto di vista sul fatto che c'è un grande momento di transizione e quei grandi fondi fossili, diciamo BlackRock, Vanguard Street, il loro 60% è sui fossili. Quindi se il petrolio ricrolla, quanto vale? 0, meno 34, meno 80? Merci. Très bonne question. Alors, je réponds, parce qu'il y a une quatrième demande là. Buonasera.
Lei ha parlato di un progetto importante che è quello della riqualificazione energetica delle abitazioni. Volevo sapere il suo punto di vista su almeno un possibile problema, cioè quello del finanziamento di questo intervento, perché o è lo Stato che si indebita in questo momento in Italia. C'è una maniera di recuperare con l'IRPEF che addirittura mette lo sconto in fattura e quindi praticamente non costa niente all'inquilino, però chiaramente costa allo Stato perché le banche non sono filantropiche e quindi poi alla fine sarà un carico per lo Stato. Oppure diventa un carico per diciamo, l'individuo, la singola famiglia, se lo Stato non interviene in questo momento di crisi economica potrebbe essere un problema. Grazie. Merci, grazie per la domanda. Alors, je vais répondre aux deux dernières questions d'abord, puis aux deux premières questions ensuite. Et peut-être je vais commencer par la troisième question, parce que, à mon sens, c'est l'obstacle majeur de la transition écologique aujourd'hui. Les fonds communs de placement, par exemple BlackRock, que vous avez cité, mais aussi les grandes banques traditionnelles, ont tous dans leur bilan des centaines de milliards, et peut-être des milliers de milliards d'actifs liés aux hydrocarbures fossiles, charbon, pétrole, gaz. Pourquoi? Essentiellement parce que le bilan d'une banque, ou des banques, du système bancaire, reflète les choix collectifs faits par une société. Si collectivement nous faisons la révolution industrielle, vous allez forcément voir dans les bilans des banques tous les actifs financiers liés à la révolution industrielle. Or, c'est le cas. Donc, nous héritons aujourd'hui, les banques d'aujourd'hui héritent des choix de société faits par l'Europe depuis 2 siècles et demi. Alors, toutes les banques n'ont pas 2 siècles et demi d'histoire, mais enfin, il y en a quand même un certain nombre qui ont plus d'1 siècle d'histoire, dans lesquels les bilans sont eux-mêmes les héritiers des choix que nous avons fait ensemble. Donc, ce n'est pas juste un problème, disons, d'une mauvaise gestion d'un certain nombre de banquiers, qui ont montré que certains d'entre eux n'étaient pas très bons pour la gestion de leur propre banque. On ne connaît pas ce initial, par exemple. Mais c'est aussi un problème simplement collectif, c'est-à-dire que nous sommes tous collectivement responsables du fait que les bilans de nos banques et de nos fonds communs de placement regorgent d'actifs liés aux hydrocarbures fossiles. La conséquence de ceci, comme vous le suggériez, c'est que si demain matin on décide que le charbon est un actif échoué, ce qu'on appelle un stranded asset en anglais, c'est-à-dire qu'on dit que plus personne n'a le droit de brûler du charbon, c'est-à-dire que le prix de marché du charbon tombe à zéro. Même chose pour le pétrole et le gaz. Alors, immédiatement, ça va creuser des trous noirs dans les bilans de nos banques, nos grandes banques, et de nos fonds communs de placement. Les banquiers savent calculer, savent compter, et donc certains d'entre eux ont déjà compris depuis longtemps que la transition écologique signifie la mort de leur banque. Et donc certains d'entre eux sont pris dans une espèce de dichotomie terrible, où de la main gauche, il faut qu'ils disent « mais oui, mais l'écologie c'est très important », et de la main droite, ils savent que s'ils le font, ils sont morts. Donc, ceci a été dit de manière extrêmement explicite par Mark Carney, le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, dans un grand discours resté célèbre en septembre 2015, qu'il a prononcé à la Lloyd, qui s'appelle, qu'on a aujourd'hui, qu'on désigne par la tragédie des horizons. Si vous allez sur Internet, vous tapez Mark Carney, la tragédie des horizons, vous trouverez son discours. Carney dit très explicitement, en 2015, avant même l'accord de Paris, l'accord 21, il y a 3 grandes menaces aujourd'hui pour la stabilité financière, qui sont le changement climatique en tant qu'il détruit le capital qui a été assuré par les assureurs. Et ça, c'est déjà un énorme problème aujourd'hui pour les compagnies d'assurance et les réassureurs, qui perdent des centaines de millions, on n'en est pas encore au milliard, mais des centaines de millions de dollars chaque année au niveau mondial, à cause de la destruction progressive du capital. Donc ça, vous voyez bien, c'est la montée des eaux, la destruction du littoral, etc. Pensez par exemple à Venise, le jour où Venise est sous l'eau, si la digue qui est actuellement en construction ne suffit pas, etc. Bon. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, Mark Carney l'a désigné comme le risque de transition, qui est en fait ce dont nous parlons. C'est-à-dire le fait qu'un certain nombre de grands acteurs financiers dépendent de manière existentielle des hydrocarbures fossiles et ne peuvent tout simplement pas survivre si nous faisons la transition de manière trop rapide. Le troisième problème, soulevé par Mark Carney, le risque juridique qui se matérialise aujourd'hui, qui est le fait qu'un certain nombre d'ONG sont capables de faire des procès, soit aux États, soit à un certain nombre de responsables économiques, parce qu'ils ne mettent pas en œuvre, par exemple, l'accord de Paris. Et vous savez qu'aux Pays-Bas,
Une ONG a gagné un procès contre l'État hollandais parce que celui-ci ne fait pas grand-chose pour mettre en œuvre l'accord de Paris. Donc ça, c'était les 3 risques, déclinés par McCartney en 2015. D'après moi, et à mon avis, votre question pointe vers ça, et vous avez bien raison, le risque le plus profond, le plus réel et le plus difficile, c'est le deuxième. Donc la question que ça pose, c'est comment collectivement décidons-nous de libérer nos banques et nos fonds communs de placement, disons des métastases fossiles qu'elles détiennent dans leur bilan. Alors, il est vrai que, pour ne pas être quand même trop gentil avec nos amis banquiers, ils aggravent leur cas parce qu'ils continuent de faire du crédit aux hydrocarbures fossiles, ce qu'ils ne sont pas obligés de faire. Donc, vous savez qu'il y a un rapport d'Oxfam, publié il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, qui montre que pour 10 € de financement de l'énergie par les banques françaises, vous avez 7 € qui vont aux hydrocarbures fossiles encore aujourd'hui. C'est un petit peu comme, si vous voulez, un fumeur à qui on aurait annoncé qu'il a un cancer des poumons, qui continue de fumer, voire qui augmente la quantité de paquets qu'il fume par jour. Et ça, disons, c'est un problème pas marginal. Le problème est plus profond puisqu'il y a aussi tout l'héritage de ce que nous avons fait au cours des 100 dernières années, qui est en fait le résultat quand même d'un choix collectif. Donc à mon avis, nous sommes tous collectivement responsables. Comment faisons-nous tous collectivement pour résoudre ce problème? Je détaille un tout petit peu parce que vraiment, à mon avis, c'est le problème le plus profond. Hein. C'est ça l'obstacle véritable à la transition écologique. À mon avis, il n'y a que 3 solutions, 3 grandes familles de solutions. La première, c'est on fait comme en 2008-2009, on crée une banque publique de défaisance. Ce qu'on a fait en 2009. Hein. En 2009, c'était pour débarrasser nos banques de ce qu'on appelait les subprimes, les crédits subprimes qui ne valaient plus rien. Et en fait, si on fait ça, ça veut dire qu'il y a une banque publique avec de l'argent public, le nôtre, celui des contribuables, qui va racheter les actifs fossiles des banques et qui va assumer la perte le jour où le charbon ne vaudra plus rien. Ça, c'est une manière, en fait, quand même, il faut se le dire entre nous, de faire payer le contribuable. C'est une option. L'option inverse, et vous voyez bien le spectre politique qui se cache derrière ça, c'est vous forcer la transition écologique, vous provoquez la faillite des banques et vous nationalisez les banques. Ça, c'est une autre option. À mon avis, il y en a une troisième, que je dis rapidement, et je sais qu'elle est considérée comme hétérodoxe aujourd'hui, et je nous donne rendez-vous dans 10 ans pour vérifier si dans 10 ans, ce ne sera pas précisément à l'agenda du débat politique européen, qui est d'utiliser le pouvoir de création monétaire de la Banque centrale européenne. Autrement dit, vous dites à la Banque centrale européenne de continuer de faire ce qu'elle fait déjà, qui consiste à racheter les actifs d'un certain nombre de banques, mais de le faire de manière systématique pour les actifs bruns, les actifs fossiles. De le faire en créant de la monnaie. Donc ça ne coûte rien à personne. Ce n'est pas l'argent du contribuable qui achète l'actif, c'est la BCE qui, parce qu'elle peut créer de la monnaie, parce que c'est la Banque centrale, le fait. Elle le fait avec, disons, une petite décote quand même, pour les banques, qui vont quand même pas en plus gagner de l'argent. Et elle le fait par contre conditionnellement au fait que nos banques arrêtent de financer le brun. Donc vous faites comme ça une politique monétaire verte qui consiste à pratiquer l'opération chirurgicale qui consiste à enlever les métastases fossiles des actifs de nos grandes banques et d'un certain nombre de fonds comme le placement européen. Et c'est la BCE qui les porte dans son bilan. Et le jour où vous dites le charbon c'est fini, c'est la BCE qui fait la perte. Question, est-ce que la BCE sera en faillite? La réponse est non. Techniquement, une banque centrale ne peut jamais faire faillite. Les fonds propres de la BCE aujourd'hui, c'est 10 milliards d'euros. Le PIB de la zone euro, c'est 14 000 milliards. Vous comprenez bien que ce n'est pas les 10 milliards d'euros de fonds propres de la BCE qui garantissent la crédibilité de l'euro. Je dis ça parce que je sais toutes ces objections. Autre objection, la création monétaire par la BCE va faire de l'inflation. Et non, puisque ça consiste à remplacer les actifs fossiles qui sont aujourd'hui dans les banques par des euros. Et c'est la même quantité, c'est la même valeur financière. Ça ne va pas faire d'inflation. Une fois que la BCE fait la perte, vous voyez bien que là, ça va être une grosse perte, hein, c'est des milliers de milliards. Elle ne fait pas faillite techniquement, mais comment survit-elle? La réponse, c'est en créant de la monnaie pour se re-solvabiliser elle-même. Est-ce que ceci est possible? La réponse est oui. Ça a été écrit par la BRI, la Banque des règlements internationaux, qui est la Banque centrale des banques centrales, à Bâle, dans un rapport qui a été rendu public il y a quelques années. Donc, ce que je dis là est techniquement faisable. Est-ce que c'est politiquement faisable? Ça, c'est une autre question. Oui. Mais à mon avis, c'est ce type de solution qu'il faut imaginer. Peut-être qu'il y en a d'autres, vous voyez, que je n'ai pas encore trouvé. Mais... Donc, à mon avis, c'est là-dessus. Ça peut difficilement être un débat démocratique tout de suite, parce que c'est quand même assez compliqué, c'est un peu technique. Mais au moins, en tout cas, un certain nombre de techniciens, d'économistes, de hauts fonctionnaires devraient en discuter pour trouver une solution. Que tant qu'on ne l'aura pas trouvée, les banques seront obligées de mentir à moitié en disant qu'elles sont très favorables à la transition écologique,
tout en étant très opposés à la transition, parce que ça va les tuer. Oui. Ça va alors, redites-moi quelle était votre question. Oui, comment fait-on avec la question du, disons, je résume, hein, avec la question du déficit public, de ce que ça va coûter à l'État. Ceci est une énorme question, à mon avis, pour l'Italie, puisque, comme je le disais, l'Italie va arriver à 160-165% du PIB de dette publique et entre dans la zone extrêmement dangereuse, qui était celle de la Grèce en 2010. Je suis très favorable à ce qu'on réfléchisse là aussi à une annulation partielle de la dette publique des pays de la zone euro. C'est un secret de polichinelle que l'Italie ne remboursera jamais sa dette publique, mais la France non plus d'ailleurs. La France est à 120 maintenant, 125% du PIB de dette publique. Le Japon, au passage, pour éviter que ça nous fasse peur, est à 250. Le Japon est à 250% du PIB de dette publique. Le Japon n'est pas mort, mais tout le monde sait que le Japon ne remboursera jamais sa dette publique. Donc il faut arrêter cette illusion qui est que nous avons une dette et nous allons la payer. J'entends bien ceux qui prennent des airs moralisateurs en disant mais quand on a une dette, il faut la payer. Mais je suis bien d'accord. Je ne sais pas comme chrétien de dire qu'il ne faut pas payer ses dettes. Mais celle-ci, on sait très bien qu'on ne la paiera jamais. Donc il faut sortir de la fiction, revenir dans le monde réel et se dire puisqu'on ne la paiera jamais, autant l'annuler. Or, si nous annulons une dette publique qui est détenue par la BCE, ceci ne coûte rien à personne. C'est le même mécanisme que ce que je disais tout à l'heure. Si la BCE fait des pertes, c'est pas grave, elle se recapitalise elle-même. Et ceci est parfaitement légal. Est-ce que ça veut dire que demain matin, du coup, ce sera Noël tous les jours et que les États pourront s'endetter à l'hémiton? La réponse est non. Faisons-le uniquement sur la dette publique qui est détenue par la BCE, qui n'est pas toute la dette publique, il en restera encore de la dette publique. Hein. Actuellement, vous avez 1600 milliards d'euros de dette publique détenus par les organismes privés, par les banques, et 2200 milliards détenus par la BCE. C'est beaucoup plus difficile d'annuler la dette publique détenue par les institutions privées. D'abord parce que ça leur fait mal, et ensuite parce que chacune a prêté, avec une maturité différente, un taux différent, etc. C'est très compliqué. De mettre tout le monde autour de la table et de se mettre d'accord pour annuler une partie de la dette publique, ce qu'on a fait avec la Grèce en 2012. En pure perte, puisqu'aujourd'hui, le ratio dette publique sur PIB en Grèce est le même, 180%, qu'en 2010. Et donc, mon point de vue, c'est que nous devrions organiser un grand débat européen sur l'annulation d'une partie de la dette publique. La partie de la dette publique est détenue par la BCE pour nous redonner les marges de manœuvre budgétaires pour financer la transition écologique. Est-ce que l'euro perdra de sa crédibilité? À mon avis, il gagnera en crédibilité. Si nous en profitons pour financer la transition écologique et faire une réindustrialisation verte en Europe, tout le monde va s'arracher l'euro. Moi, j'en suis convaincu. Et en tout cas, ce ne sont pas les 10 pauvres 10 petits milliards d'euros de fonds propres de la BCE qui garantissent la crédibilité de l'euro. Ça va? Alors, il y avait une question là-bas qui est mais si on fait une agriculture verte, est-ce que ça va exiger plus de bras? La réponse est oui. Il y a un rapport de la Commission européenne qui a fait des petits calculs, qui valent ce qu'ils valent, mais quand même, c'est instructif. Si on veut avoir une agriculture bio en Europe, c'est 1 million d'agriculteurs en plus. Ça, c'est juste une agriculture bio au sens de la Commission européenne. Ce n'est pas encore la permaculture. Mais au fond, ceci, à mon avis, est une bonne nouvelle. Il y a une question, disons, de nouveau anthropologique, voire spirituelle, qui est qu'un certain nombre d'urbains acceptent d'aller travailler dans les champs. Et vous savez, par exemple, que l'appel du ministre de l'Agriculture français, pendant le confinement, à ce qu'un certain nombre d'urbains confinés acceptent d'aller travailler dans les champs pour remplacer les saisonniers qui ne pouvaient plus venir à cause du confinement, ça a été un flop total. Donc il y a très peu de Français qui sont allés aider leurs camarades agriculteurs. Et en fait, ceux qui ont essayé se sont aussi rendus compte que l'agriculteur, c'est un métier. Paysan, c'est un métier, ça ne s'improvise pas. Moi, si vous m'envoyez travailler sur un champ de betterave, je vais avoir du mal à être vraiment utile. Je vais me fatiguer beaucoup, mais je ne serai pas très utile. Oui. Bon. Et donc ça doit s'apprendre. Il y a un énorme enjeu d'apprentissage, de formation professionnelle. Mais la réponse à votre question est oui. Et de mon point de vue, c'est une bonne nouvelle. Je préfère une société dans laquelle un certain nombre d'urbains acceptent, parce qu'ils entrent dans cette logique-là et ce changement d'imaginaire, d'aller travailler au champ. Et vous avez un certain nombre quand même de néo-ruraux qui le font volontiers, surtout chez les jeunes, plutôt qu'une société où vous avez 30% de chômeurs. C'est quand même ce qui nous attend aujourd'hui. Alors la première question, maintenant, excusez-moi, j'ai oublié, c'était quoi déjà? Sur l'Europe et la déflation. Ah oui, voilà. Alors, vous m'avez dit que je suis optimiste et pessimiste. Moi, je ne dirais pas ça. Il y a un côté, à mon avis, réaliste, qui est la zone euro est mal construite. J'espère que c'est un mystère pour personne aujourd'hui. Il y a un côté, disons, optimiste et plein d'espérance, pour les raisons que j'ai dites au Parlement. Sur la question du réalisme, si on est un tout petit peu réaliste, la zone euro, à mon avis, aujourd'hui est en danger.
Ce que j'ai dit à propos de la dette publique italienne signifie que dans un an, on peut, et même avant, on peut avoir une explosion de la dette publique italienne, avec une crise financière, donc une explosion du taux d'intérêt, du spread italien, et l'impossibilité pour Rome de se financer sur les marchés financiers. Quelle est l'étape suivante? L'étape suivante, c'est que la Troïka va revenir, comme pour la Grèce, et va dire à Rome, nous sommes prêts à vous aider. C'est déjà le cas du mécanisme européen de stabilité, dont vous savez que l'Italie ne veut pas. À mon avis, elle a raison. Parce que cette première étape en signifie une deuxième, qui est un plan d'austérité budgétaire imposé par la Troïka à Rome, comme ça a été le cas pour Athènes en 2010. La différence, c'est que Athènes pesait 3% de la zone euro en 2010, et Rome pèse plus de 10% de la zone euro aujourd'hui, et c'est juste la troisième économie de la zone euro. Je ne vois pas du tout comment l'Italie pourrait accepter de se laisser détruire, comme nous avons détruit la Grèce, à travers un plan d'austérité qui fera mourir l'Italie. Quelqu'un l'a dit très bien d'ailleurs, c'est Bilis Maghi, l'ancien membre du directoire de la Banque centrale de Rome, qui a publié un livre qui s'appelle Morire di austerità. Il dit, mais c'est juste idiot de mourir en bonne santé. Donc la question, c'est si nous faisons ça, et si la Troïka ne fait pas preuve de plus d'imagination pour proposer autre chose qu'un plan d'austérité à l'Italie, qui va juste aggraver la déflation, alors la question va se poser pour l'Italie, à mon avis, de sortir de la zone euro. En tout cas, il est certain qu'un certain nombre de politiques, Salvini et d'autres, vont revenir à ce moment-là sur le devant de la scène politique italienne pour dire, ah mais les amis, et si on sortait de la zone euro, parce que quand même, c'est insupportable d'y rester. À mon avis, ça va revenir sur le débat, sur la première scène, sur le devant de la scène du débat politique italien. Et à mon avis, c'est la raison fondamentale pour laquelle Angela Merkel a fait le geste minimal d'accepter 750 milliards de dettes communautaires européennes. Parce qu'Angela Merkel, comme beaucoup d'entre nous, sait jouer aux échecs, et elle sait que si elle ne fait pas une concession aujourd'hui, il va y avoir des problèmes beaucoup plus difficiles à gérer dans 6 mois à cause de la dette publique italienne. Simplement, les 750 milliards du plan de relance européen ne suffisent pas du tout. Vous divisez ça par 3 et vous divisez par le nombre de pays récipiendaires, ça donne quelques centimes, j'exagère, quelques centimes pour un certain nombre de pays, y compris pour l'Italie, ce n'est pas du tout suffisant. L'Italie va perdre quand même au moins 10% de son PIB en 2020, donc 750 milliards, ça ne suffit pas du tout. Voilà, donc c'est une petite concession insuffisante. Donc à mon avis, la position réaliste, je ne dis pas pessimiste, mais réaliste aujourd'hui, c'est de comprendre que l'avenir de l'euro est compromis si nous ne faisons pas aujourd'hui d'autres compromis historiques, politiques, beaucoup plus importants que les 750 petits milliards du plan de relance européen. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut agir vite et fort avec, par exemple, un plan de transition écologique financé, par exemple, au niveau européen, via une nouvelle ressource fiscale. Et ceci continue de répondre à votre question. Quelle nouvelle ressource fiscale pourrons-nous trouver? Une taxe carbone aux frontières de la zone euro. On peut le faire demain matin. Évidemment, on peut rentrer après, il y a un débat avec l'OMC. Une taxe carbone. Une taxe sur les GAFAM, et qui sont les grands gagnants du confinement. Une taxe sur les transactions financières. Ça fait 30 ans qu'on parle d'une taxe sur les transactions financières, et elle est toujours ridiculement faible et uniquement souscrite par 10 pays de la zone euro, donc 11 pays de la zone euro. On pourrait le faire sur la totalité de l'Union européenne, en tout cas de la zone euro. Voilà, tout ça, ce sont des ressources fiscales qui permettraient d'alimenter le financement d'un vrai plan de transition écologique au niveau européen, avec une vraie réindustrialisation verte du sud de l'Europe. Donc ça, c'est à la fois, on peut dire optimiste, mais en fait, est-ce qu'on a une alternative? L'alternative, c'est le scénario à la japonaise, donc un enlisement de la totalité de la zone euro dans la déflation, qui est déjà très prégnante au sud de l'Europe, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, France, qui n'est pas aujourd'hui, mais l'Allemagne est quand même très dépendante de la demande du sud de l'Europe. Elle a besoin des consommateurs européens pour consommer ses produits. Et si nous ne consommons plus les produits allemands, l'Allemagne, elle aussi, va entrer dans la déflation. Et une fois qu'on est tous dans la déflation, personne ne sait comment on en sort. Le Japon patauge dans la déflation depuis 30 ans. Même Shinzo Abe n'a pas réussi à sortir le Japon de la déflation, même avec 250% du PIB japonais de dette publique. Et la dernière fois que l'Europe, je vais m'arrêter, la dernière fois que l'Europe est entrée dans la déflation, c'était pendant les années 30, et elle n'en est sortie que grâce, avec 3 guillemets, à la Seconde Guerre mondiale. Donc la question, c'est de trouver l'alternative à la Seconde Guerre mondiale pour sortir de la déflation. À mon avis, c'est plus intelligent de ne pas y entrer pour commencer. Pour le faire, d'entamer véritablement le plan de transition écologique pour l'Europe. Voilà, merci. Juste, Gaël, pour ne pas frustrer les auditeurs qui vous ont écouté via Internet, une dernière question et répondez très vite. Si c'est possible. Alors, Gaël
Giraud, pense-t-il que la crise écologique, la faillite de notre système économique est une crise nécessaire dans l'évolution spirituelle de l'homme, de l'humain? Alors, nécessaire, non, et je pense qu'on aurait pu s'économiser. De la même manière que le confinement n'était pas une solution nécessaire à la pandémie, on aurait pu éviter le confinement. Certains pays l'ont fait. On n'a pas eu la sagesse d'avoir un système sanitaire suffisamment solide pour nous éviter le confinement. Et on aurait pu s'éviter la folie du désastre écologique. Je pense pas. Je ne suis pas hégélien. Donc je ne crois pas qu'on ait besoin de se casser la figure pour faire des progrès spirituels. Oui. C'est une réponse courte. Merci vraiment beaucoup pour cette énergie bienfaisante et gratuite, si je puis dire. Donc encore merci à vous deux vraiment. Et pour vous avez la possibilité également de retrouver le livre de Gaël Giraud, qui est un livre traduit en italien, qui n'a pas vieilli et qui s'appelle Transizione ecologica. Merci à vous tous et encore merci à vous.